Je crois qu'il faut qu'on ait à l'esprit que l'ensemble des lois qui régissent l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés aujourd'hui sont issues de textes de la Première Guerre mondiale, avec la création d'écoles de rééducation professionnelle, la création de centres de reclassement professionnel, la création de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants. Donc l'ensemble de ces textes de loi ont vraiment réglementé le dispositif qu'on connaît aujourd'hui. Il faut bien avoir à l'esprit que le législateur a vu revenir du front près de 2 millions de personnes mutilées et que ces personnes, eh bien, il fallait qu'elles reprennent le travail, qu'elles soient insérées durablement dans la société et que dès 1926, il y avait une loi qui faisait obligation à employer 10% de mutilés de guerre. Suite à la Première Guerre mondiale, il y a eu un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place, un ensemble de lois. On se rappelle de Simone Veil pour la réglementation sur l'IVG, mais il faut bien avoir à l'esprit que la loi de 1975 a créé ce qui s'appelait à l'époque les coterep, a créé ce qui s'appelait toujours à l'époque les EPSR, équipes de préparation et de suite du reclassement, qui s'appellent aujourd'hui dorénavant les Cap Emploi. Donc tout un tas de structures qui ont été mises en place par cette loi de 1975. La loi de 1987 avec Philippe Séguin, donc, qui faisait obligation aux employeurs privés à avoir ce fameux quota de 6%. Les employeurs publics n'étaient pas concernés par ce taux d'emploi, il n'y avait que les employeurs privés. Et donc la loi du 11 février 2005 qui a complètement changé également la cartographie du dispositif avec la création des MDPH, la création du FIPHFP. Donc on voit que c'est séculaire, hein. Il y a eu un ensemble de textes de loi qui ont fait qu'on est aujourd'hui à cette réglementation, à ce taux d'emploi de 6%. Respecté un peu mieux dans le public que dans le privé, mais je crois que chaque employeur à son niveau fait ce qu'il peut. Je crois que ce qu'il est très très important de noter, c'est que ce terme handicap, c'est une notion de compensation. Donc c'est vrai que pour les joueurs de golf ou pour le tiercé, on doit compenser un état de supériorité, mais qu'au fil des années, le terme handicap, il s'est retranscrit dans une certaine forme de compensation, non pas d'un état de supériorité, mais d'un état d'infériorité. C'est-à-dire que les meilleurs kinés sont aveugles, paraît-il, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir compenser la perte d'un membre, la perte d'un sens, et qu'on va devoir aborder le handicap sous une forme de compensation organisationnelle, matérielle. Mais c'est très important d'avoir à l'esprit que c'est une notion de compensation. On peut sortir un certain nombre de constats par rapport à l'emploi des travailleurs handicapés sans vouloir opposer le secteur privé et le secteur public. Je pense que le problème, entre guillemets, du maintien dans l'emploi, du reclassement professionnel dans le secteur privé est peut-être plus difficile et qu'il y a, mine de rien, même si ce sont des chiffres un peu à la louche, près de 150 000 personnes qui sont licenciées pour inaptitude chaque année dans le secteur privé. Donc on a véritablement, par rapport à cet enjeu du maintien dans l'emploi dans le privé, des marges de manœuvre qui sont peut-être plus importantes. Le secteur privé étant doté de dispositifs qui facilitent de manière peut-être plus efficace le reclassement professionnel, le maintien dans l'emploi. Donc je pense qu'il y a ces deux logiques, non pas qui s'affrontent, mais enfin qui sont un petit peu différentes. Après, très honnêtement, je crois qu'il y a la volonté des grandes entreprises ou des grands employeurs publics d'afficher une politique handicapé emploi. Donc pour cela, ils mettent en place des diagnostics, ils font un état des lieux, quelle est la situation par rapport à mon obligation d'emploi avant d'engager des mesures, avant d'engager un plan d'action. Donc il faut tout d'abord mener un état des lieux, un diagnostic, où est-ce que j'en suis de mon obligation d'emploi, les travailleurs handicapés que j'emploie dans quel secteur, sur quel métier, existe-t-il un absentéisme fort, quelle est la sensibilité de mes salariés par rapport au handicap,
activités que je peux mener avec le milieu protégé également, je pense que c'est très important. Donc il faut tout d'abord mener à un état des lieux, un diagnostic par rapport à sa situation. À partir de là, on met en place, les employeurs, qu'ils soient privés comme publics, des plans d'action. Alors la contractualisation pourrait être différente selon qu'on est une entreprise privée, donc on passera un accord agréé par le ministère du Travail ou une convention avec la GFIP. Pour les employeurs publics, on pourra négocier avec le FIPHFP, le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, des conventions donc, qui vont introduire des plans d'action et permettre aux employeurs de se rapprocher dans les meilleures conditions du taux d'emploi de 6%. Une fois qu'on a mis en place ce diagnostic, ce plan d'action, eh bien, il faut travailler, donc il faut organiser sa mission handicap, il faut s'associer à des partenaires externes. Je crois que le milieu du handicap s'est fortement professionnalisé depuis un certain nombre d'années. Les Cap Emploi sont sur tout le territoire national. Il existe de nouveaux dispositifs comme l'emploi accompagné. Bref, toute une palette, une mallette d'outils qui permettent aux employeurs de mettre en place leur plan d'action. Et puis après, il faut suivre et il faut évaluer. Donc le taux d'emploi, c'est un indicateur, mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres actions qu'on peut évaluer, qu'on peut quantifier par rapport à la prise en compte du handicap au sein d'une entreprise, qu'il soit privée ou publique. On a tous un oncle, un cousin, une cousine qui je n'aime pas le terme, souffre d'un handicap, parce qu'on ne souffre pas forcément du handicap. On côtoie tous dans son entourage familial, amical, des personnes qui ont des difficultés, des problèmes de santé. Et je pense qu'on réagit avec plus d'empathie dans la sphère familiale, amicale, que dans la sphère professionnelle. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait peut-être de transférer nos attitudes privées et familiales dans la sphère professionnelle. C'est peut-être un vœu pieux, mais je pense que tout le monde a à y gagner.